C'est la première fois dans ma vie que le personnage qui me fait le plus rigoler dans un film est Adolf Hitler. Jojo Rabbit. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Jojo Rabbit est l'histoire d'un jeune enfant qui veut rejoindre la jeunesse hitlérienne afin de devenir un bon nazi, et la personne qui va le motiver à devenir un excellent petit nazi est son ami imaginaire interprété par Taika Waititi, Adolf Hitler. Déjà, on est sur un concept assez expérimental parce que quand Hitler est interprété par un néo-zélandais juif qui réalise et écrit le film, Jojo Rabbit est réalisé par Taika Waititi et j'ai souvent dit sur les réseaux sociaux que Taika Waititi est mon réalisateur préféré du moment parce qu'en fait à chaque fois que je vois l'un de ses films, déjà je comprends vraiment ce personnage. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à son sujet sur sa manière thématique d'aborder des films et sur les choses qui reviennent tout le temps dans ses films comme la figure paternelle. Le père de famille est souvent une figure qui n'est pas présente ou qui est présente d'une manière vraiment péjorative dans la filmographie de Taika Waititi. Encore plus Adolf Hitler qui ici représente une figure paternelle pour cet enfant qui n'a pas vraiment de père. On va plus en parler en spoiler évidemment, mais c'est vrai qu'il mélange toujours très bien le drame et la comédie, et il a vraiment fait dans tous ses films. J'ai vu d'ailleurs tous ses films pour ceux qui se posent la question, que ce soit dans Vampire en toute intimité, dans Hunt for the Wilder People, dans Eagle vs Shark ou aujourd'hui dans Jojo Rabbit. D'ailleurs même dans Thor Ragnarok, la figure paternelle est présente d'une manière ou d'une autre. Il a toujours mélangé les deux choses les plus importantes à ses yeux, c'est-à-dire le drame, mais mélangé à cet humour un peu triste, dans le sens où la comédie va uniquement servir au personnage en tant que mécanisme de défense de la dure réalité des choses. Et aujourd'hui je me suis rendu compte qu'il a créé son film le plus Waititi-esque parce que c'est exactement ça. On a pris un sujet extrêmement grave comme la Seconde Guerre mondiale où c'est toujours très difficile de faire des blagues à ce sujet, et au fait on a intégré un humour qui permet à tous les personnages de ce récit de se défendre des dures réalités de la chose. Tout ça pour nous raconter au final un film de guerre. Dans le sens où c'est pas un film de guerre à la Sauver le soldat Ryan, mais plutôt à la Roberto Benigni, à La vie est belle. C'est une version peut-être un peu plus moderne de La vie est belle. C'est différent parce que oui, le sujet est le même si d'un côté on se concentre plus sur les camps de concentration, sur l'Holocauste. La vie est belle c'était vraiment spécifique, c'était vraiment voilà, le camp de concentration, c'était vraiment cet enfant, ce père. Et l'autre côté, Jojo Rabbit, c'est plus voilà une critique sociale de vraiment ces mouvements fascistes, de ces gens qui n'ont pas de passion, qui deviennent nazis, etc. Donc c'est grave que ce sujet-là soit d'actualité aujourd'hui, mais c'est clairement le sujet du film, et je pense que les thématiques abordées par Jojo Rabbit sont plus d'actualité que La vie est belle. Ce n'est pas une critique négative par rapport à La vie est belle, mais je pense que La vie est belle résonne moins aujourd'hui que Jojo Rabbit. Je ne dis pas non plus que je préfère Jojo Rabbit, je trouve que La vie est belle est un chef-d'œuvre indémodable, enfin c'est un film parfait à mes yeux. Je dis juste que les films sont assez différents, même si d'un point de vue externe on peut se dire que c'est assez similaire, avec une figure paternelle, un enfant qui ne veut pas voir la réalité des choses, de la vraie guerre, etc. assez similaire, mais au fin fond des thématiques abordées c'est quand même assez différent. Ce qui est marrant, c'est vraiment la manière dont le début du film va te mettre en face à cette société nazie qui est représentée comme un peu une rockstar. Les 5-10 premières minutes du film sont parmi les minutes les plus hilarantes que j'ai vues depuis un moment, et en même temps assez triste. C'est un peu la force du film, c'est que tu vas regarder ces 10 minutes d'introduction, va te présenter vraiment le Troisième Reich sur une musique mais hilarante, sur une musique énergétique, dynamique, et tu vas te rendre compte qu'en fait tu kiffes ce moment parce que c'est de la musique chouette, tu regardes ces gens qui sont en train de rigoler, ces gens qui sont unis. C'est là qu'il y a un décalage, c'est que ces gens-là sont des nazis. Tu regardes des gens qui font des choses horribles, tu regardes Adolf Hitler être adoré, au premier abord tu kiffes ça, tu dis putain ça avait l'air fun et tout, puis après au fur et à mesure du truc tu dis mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter quoi. Je dis pas que les nazis c'est fun, mais vraiment le but du film est de te faire penser pendant quelques secondes que ah ouais c'est cool. Tu dis mais putain c'est du génie, parce qu'en fait tu regardes cette société qui est vraiment en extase sur ce personnage, qui est en extase par rapport à ses valeurs racistes, xénophobes, et tu dis c'est ça le génie du film au final, c'est vraiment te mettre face à des choses horribles mais avec un rythme vraiment énergétique et dynamique. Et c'est marrant la manière dont on te présente la jeunesse hitlérienne, la manière dont ces enfants ont été vraiment manipulés depuis leur naissance. Depuis le début on dit que les enfants devraient détester les juifs, qu'ils devraient mourir pour la mère patrie. Vraiment on te montre la manipulation, la propagande du système nazi, mais de manière un peu anecdotique, dans le sens où c'est tous des bolosses. Et j'aime bien cet apport parce que dans les films de Taika Waititi ça a toujours été comme ça, les méchants c'est un peu des bolosses, c'est un peu des abrutis, et là la propagande nazie, tout ça c'est fait par des incompétents.
différents. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est te montrer vraiment qu'au fait, il y a que des cons qui peuvent penser ça. Il y a vraiment que des personnes qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas de rêve, qui n'ont rien à faire de leur vie, qui peuvent devenir nazis. Ce sont des gens incompétents, manipulables, bêtes, et j'ai adoré ça parce qu'au fait, ça montre les nazis comme des abrutis finis, et ils ont raison parce qu'il faut être un abruti pour être un nazi, il faut être un facho sans passion, il faut être l'une des personnes les plus horribles sur Terre pour être un nazi. Et les montrer d'une manière mais tellement débile et conne, c'est extrêmement pertinent parce que du coup, ça permet d'avoir cette lecture vraiment au second degré où tu dis mais regarde-moi ces débiles qui pensent changer le monde en étant des nazis. Et ça, c'est une critique complètement d'actualité avec tous les régimes fascistes, tous les gens qui veulent la xénophobie, le racisme, et c'est excellent comme message de film. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il a beaucoup été encensé aux Oscars avec 6 nominations il me semble, parce que le film donne un message d'ouverture d'esprit, mais pas en étant en mode faut qu'on se fasse des câlins, on est tous pareils, mais plutôt en attaquant directement ces abrutis qui sont xénophobes, racistes, etc. Parce qu'au fait, c'est une critique évidemment des nazis qu'on peut avoir aujourd'hui et de l'époque, bien sûr, mais c'est surtout une critique vraiment extrême des gens qui pensent un tout petit peu comme des nazis, du point de vue racial, du point de vue xénophobe. C'est juste que Taika Waititi, il a pris une figure extrême pour décrire ces personnages qui sont dans la vraie vie pas aussi extrêmes, mais qui existent aujourd'hui en France et un peu partout dans le monde. Le racisme, on en parle tous les jours en France, c'est un fléau pas possible, c'est vraiment l'une des pires choses dans notre société. Et ça existe à absolument tous les niveaux, que ce soit personnel, institutionnel, bref, c'est partout. Donc en plus de te montrer ces nazis, mais comme des abrutis à droite à gauche, on va aussi développer l'histoire avec Jojo, qui est ce petit enfant qui veut devenir donc un nazi, qui veut devenir un soldat, mais lui aussi incompétent, lui aussi est manipulable, et cette jeune femme juive que sa mère cache dans sa maison, qui va vraiment représenter et qui va être décrite comme une figure démoniaque dans le film. Et la première fois qu'on la voit, c'est presque un film d'horreur, c'est de la musique de film d'horreur, c'est filmé comme un film d'horreur. Bref, les juifs sont vraiment montrés comme d'une manière démoniaque au début pour justement te donner le point de vue de Jojo. Et évidemment, au fur et à mesure du film, les deux vont s'entendre un peu mieux, mais tous les deux d'une manière assez différente. C'est pas le film en mode hey, regarde, je suis pas méchante. Au fait, la jeune fille juive, elle va jouer la case méchante, elle va faire genre elle est démoniaque, elle va faire genre elle lit les pensées, bref, elle va jouer du point de vue de la propagande pour justement intimider Jojo, pour lui faire peur. Et c'est intéressant de voir ça parce que les deux sont sur la défensive, et au fait, c'est ça qui va être au cœur du film, c'est la relation entre ces deux-là et la manière dont la compassion gagne avant toute chose. Mais c'est vraiment bien fait parce que ça prend son temps, c'est bien établi, ça crée à chaque fois de nouveaux éléments. Il y a une histoire de lettres que j'ai adoré, il y a une histoire par rapport à la Gestapo que j'ai adoré. J'ai adoré le mythe qu'ils ont créé par rapport au judaïsme pour le coup et comment c'est perçu par les nazis, par l'Allemagne de cette époque. Et je trouve que la relation évolue à un bon rythme et à chaque fois se renouvelle. Ce n'est jamais répétitif et t'es toujours surpris par les choix des personnages. J'ai aussi beaucoup aimé la comédie du film, des fois c'est très in your face, des fois c'est des jeux de mots un peu nuls, des fois c'est des blagues subtiles, etc. Bref, il y a beaucoup d'aspects comiques que j'ai adoré, que ce soit par le montage, les acteurs, la musique, c'est très bien mis en scène et tu rigoles durant longtemps jusqu'à un moment du film où là vraiment t'as plus du tout envie de rigoler jusqu'à la fin du film. Et vraiment ce tournant majeur, c'était l'une des plus grosses bombes émotionnelles que j'ai vécues vraiment ces dernières années parce que je m'y attendais absolument pas, il vient d'absolument nulle part, mais en même temps ça a été vraiment préétabli avant dans le film, mais juste la scène elle arrive comme ça, tu dis mais non. Et au fait ça marque un tournant majeur qui est assez rare comme dans les films de Waititi. Au final Waititi il a toujours mélangé humour et drame jusqu'à la fin, et là au fait à la fin ça devient vraiment un vrai drame et tu te rends compte de la gravité du truc et tu dis putain c'est vrai que j'ai rigolé pendant 1 heure et quelques, et là j'ai plus du tout envie de rigoler pendant une seule seconde. Même après au fait il essaie même de faire quelques blagues, mais c'est pas des blagues qui sont faites là pour te faire rigoler, c'est des blagues qui sont faites là pour vraiment te rappeler qu'il y a de bonnes choses dans ce monde, pour te rappeler que même si c'est passé un truc horrible, il y a quand même des raisons de rigoler, il y a quand même des raisons de dire voilà je peux quand même sourire à ce moment-là même si la vie est dure. Et la relation entre Hitler imaginaire et Jojo Rabbit est géniale parce qu'au fait Hitler va être représenté comme un gamin qui veut vraiment avoir des followers, qui veut vraiment être adoré, qui veut vraiment que tout le monde se batte pour le Troisième Reich. Et c'est marrant parce qu'au début Hitler il est vraiment marrant, il est drôle, il est mignon à la limite parce que c'est une caricature, et plus tu avances dans le film plus tu te rends compte que ce Adolf Hitler là bah c'est Adolf Hitler, il a des caractéristiques du personnage, il se comporte comme lui, il bouge comme lui, et à la fin tu dis mais putain mais en fait c'est vraiment un diable. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le voir évoluer pour devenir Adolf Hitler. Plus tu avances dans le film plus ce personnage devient démoniaque et devient un vrai nazi, et c'est un symbole de la propagande et de la manipulation des jeunes et d'ailleurs de la population allemande à cette époque. Donc le fait que Jojo est un ami imaginaire Adolf Hitler c'est tout à fait thématique, c'est l'histoire de la bonne conscience contre la mauvaise, c'est peut-être un peu facile mais c'est vraiment fait d'une manière à mes yeux magistrale. Et la conclusion de cette intrigue là avec Hitler est géniale et exactement tout ce qu'il fallait. Et le truc c'est que vraiment tous les personnages concernant Jojo Rabbit représentent une certaine chose par rapport à sa
vie actuelle. Par exemple, Elsa représente sa compassion, son doute. Hitler représente le bourrage de crâne, la manipulation, la colère, le fait de ne pas savoir quoi faire dans sa vie et aller vers des choses obscures, des choses puissantes et dures et difficiles. Et de l'autre côté, ma relation préférée, c'était la relation avec sa mère, interprétée par Scarlett Johansson. En ayant vu Marriage Story et Jojo Rabbit, Scarlett Johansson mérite ses 2 nominations aux Oscars et elle est fabuleuse dans ce film. Vraiment, elle est touchante, elle est drôle, elle est incroyable et elle m'a surpris de A à Z. J'ai été extrêmement touché par son personnage et sa relation avec Jojo était géniale, surtout par rapport au travail sur ses chaussures. Les chaussures sont extrêmement importantes dans ce film et reviennent souvent et avec un fort impact émotionnel d'ailleurs. Mais la relation était touchante parce que ça représente vraiment son innocence, le fait que même s'il veut devenir un nazi, il y a quand même cette mère poule qui est derrière lui qui veut le sauver. Et même si son père n'était pas là, Jojo il a quand même eu une mère qui jouait les 2 rôles, qui essaie d'être là quoi qu'il arrive. Et c'est une relation que j'ai absolument adorée. Et franchement, l'acteur qui m'a vendu du rêve durant ce film, c'est évidemment Jojo. Il a été incroyable. À son âge, avoir autant de portée dramatique et comique, c'est génial. Il va faire de grandes choses s'il continue comme ça. Clairement, le film, c'est une étude de personnage. C'est vraiment une étude dans une époque vraiment différente, tout en étant politique, tout en étant d'actualité, tout en étant satirique. Ça tape la xénophobie, le racisme, comme je l'ai dit dans cette vidéo, mais ça raconte aussi l'évolution de personnage. Vraiment trouver son objectif dans la vie, voir comment on peut s'en sortir de situations difficiles. Parce que la Seconde Guerre mondiale, pour beaucoup de personnes, était une période difficile, mais juste quoi faire après cette guerre mondiale. Ton gouvernement a été basculé, ta vie a changé, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et les personnages se posent plein de questions sur quelle est la vie d'après, tout en vivant ce drame actuel. Bref, c'est un film qui fonctionne tout simplement. Jojo Rabbit, pour conclure, et évidemment avant de plus développer en spoiler, j'ai adoré, c'est pour moi le meilleur film de Taika Waititi. J'ai pas encore vu beaucoup de films cette année, mais clairement il va finir de mon top de fin d'année, c'est une évidence. J'ai été touché, j'ai rigolé, j'ai trouvé génial, je ne veux que revoir ce film tellement il m'a plu, c'est un film incroyable. Vraiment, je m'attendais pas à autant adorer ce film, je m'attendais pas à autant trouver ce film presque parfait parce que tout a été bien foutu, l'humour, l'émotion, la mise en scène. C'est un film qui est bien mis en scène, il y a plein d'éléments comme les chaussures, comme la manière de filmer les nazis, les décors, etc. qui est très bien foutu. Il n'y a pas beaucoup de décors pour le coup, mais ils représentent tous quelque chose pour Jojo. Et c'est vraiment la lutte psychologique d'un personnage qui ne sait pas où est le bien, où est le mal, et qui vraiment essaie de se retrouver lui-même. Donc c'est l'histoire d'un rite initiatique durant la Seconde Guerre mondiale avec un Adolf Hitler imaginaire. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Comment c'est trop bien qu'à chaque fois que Jojo et Yorkie se voient, ils se font un câlin, peu importe les circonstances. Au début dans le camp d'entraînement, au milieu quand Jojo est dans une sorte de combinaison de robots, à la fin durant l'invasion américaine. Putain, c'est un délire. À chaque fois ils se font des câlins, ils sont trop mignons, ils sont trop contents. Ça me fait trop plaisir de les voir, tu vois un peu cette jeunesse manipulée qui ne veut que du bien. Yorkie d'ailleurs qui a remarqué dès le début que les juifs n'étaient pas démoniaques, c'était juste des gens normaux et qui lui était beaucoup plus ouvert d'esprit, mais juste il avait rien à faire dans sa vie, il était comme ça endoctriné et il faisait sa vie comme l'Allemagne lui a dit tout simplement. C'est vrai que toutes les scènes avec Elsa, avec les lettres, avec Nathan, quand à la fin t'apprends que Nathan est mort mais que Elsa il est en train de se raccrocher à son passé parce que pour l'instant son avenir est incertain et n'existe juste pas, elle se raccroche à son passé et le fait de voir Jojo écrire ces fausses lettres qui viennent de Nathan, ça lui fait super plaisir. C'est pour ça qu'au début elle pleure parce qu'au fait elle s'attendait pas à recevoir une lettre de Nathan parce qu'il est mort et au début tu dis mais pourquoi elle pleure et tout et là tu comprends à la fin pourquoi et c'est génial. C'est un film qui mériterait beaucoup plus une deuxième lecture comme par rapport à la Gestapo. Quand la Gestapo arrive en mode oui c'est par hasard que la Gestapo est là, c'est absolument faux. C'est pas par hasard que la Gestapo est là, c'est juste qu'ils pensaient que la mère de Jojo était donc une résistante et ils venaient fouiller la maison pour trouver des preuves de cette résistance. C'est pour ça que la pauvre mère se fait pendre plus tard parce qu'ils ont sûrement trouvé quelque chose et au fait ils s'attendaient pas du tout à trouver une fille là et c'est pour ça qu'ils l'inspectent, qu'ils lui demandent pourquoi elle est là. Et le fait d'avoir cette blague avec Heil Hitler à chaque fois, en mode ils se disent tous bonjour en faisant le geste comme ça, à chaque fois c'est normal. Au début tu dis c'est une blague mais à la fin quand Elsa fait semblant d'être une personne allemande et qu'elle doit le faire 5 fois, c'est douloureux. Donc au fait là Waititi il a pris un truc banal, comique et à la fin de la scène il a rendu mais complètement dévastateur émotionnellement. Parce qu'au fait faire 5 fois Heil Hitler pour cette jeune femme là qui est une juive, ça devait être bouleversant. Donc c'est ça que j'adore chez Waititi et que tu vois plusieurs fois dans le film, des petites blagues comme ça qui à la fin sont à but vraiment émotionnel. Les chaussures de Jojo et les chaussures de sa mère étant le meilleur exemple de ça. À chaque fois on voit plein de plans sur les chaussures de la mère
mère de Jojo et à la fin tu ne vois que les chaussures et t'as compris. Donc il prend des petites blagues comme ça, le fait qu'elle danse avec ses chaussures, qu'elle fasse des claquettes ou je sais pas quoi, le fait qu'elle fasse la scène Jojo, le fait de montrer l'importance aux chaussures pour à la fin, bim, dans ta tronche, pleure maintenant. Et la scène de la pendaison, moi j'étais complètement dévasté. J'ai vu ça, je me suis dit mais pourquoi maintenant, pourquoi comme ça, sans prévenir, sans rien, c'était horrible. Et surtout que Jojo venait de passer une mauvaise journée, bref, c'était une scène qui m'a dévasté. L'une des scènes les plus touchantes que j'ai vues ces dernières années, c'est clair et net. Il y a plein de trucs comme ça que j'adorais, par exemple, pourquoi à votre avis le personnage de Sam Rockwell a laissé partir le personnage d'Elsa alors qu'elle a donné une mauvaise date de naissance? C'est tout simplement parce qu'il est homosexuel, c'est fortement sous-entendu dans le film, et à la fin c'est montré de manière flamboyante avec ses plumes roses, mais tu sais qu'il a une relation amoureuse avec Alfie Allen, et lui aussi se sent oppressé par le Troisième Reich. Les homosexuels étaient évidemment oppressés durant la Seconde Guerre mondiale, et quand il voit cette fille qui ment parce qu'il est juif, il se sent lui aussi oppressé, du coup lui aussi ment et la laisse partir. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'il doit donner la pièce d'identité à la Gestapo, il a pas envie de le faire, et il le fait avec beaucoup de dédain en espérant que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs Steven Merchant en officier de la Gestapo, hilarant. Quand il lit le livre à propos des juifs, j'étais mort de rire, c'était incroyable. Donc c'est aussi pour ça que le personnage de Sam Rockwell qui décède à la fin frappe Jojo en lui disant espèce de juif casse-toi, parce qu'il se sacrifie pour vraiment laisser Jojo partir, sinon ils allaient penser que ça allait être un nazi et les Américains l'auraient peut-être abattu. Donc même la scène de sacrifice là, j'ai trouvé ça absolument génial. Puis la scène où Scarlett Johansson fait semblant d'être le père de Jojo, puis elle commence à pleurer et tout, j'étais waouh. Parce qu'elle était une résistante, parce que son père est sûrement mort durant la résistance, elle s'attendait pas à ce qu'il revienne, elle continue le combat et le plus triste c'est qu'elle meurt à quelques jours de la libération. À quelques jours elle aura pu vivre et continuer d'être une mère de famille, donc ça qui est touchant aussi. J'aime beaucoup la symbolique par rapport au tigre, par rapport à l'histoire que dit le personnage de Scarlett Johansson à Elsa, l'histoire de la danse, et à la fin quand Jojo et Elsa dansent, trop beau quoi. Dans un film, avoir un message d'autant de positivité, d'autant de vraiment de communauté, la compassion des gens, tous s'aimer, mais comment tu peux être raciste? Comment tu peux être xénophobe en me disant qu'on est tous pareils? Et c'est ça le message du film aussi. Alors oui, c'est cucu, c'est cliché, on le connaît ce message, mais c'est un message fort qui a besoin d'être rappelé encore plus aujourd'hui. Et ça c'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui on se dise ah c'est pas bien d'être un nazi. D'ailleurs ils le disent dans le film, il y a une phrase en mode c'est pas une bonne époque pour être un nazi. Mais oui, c'est pas une bonne époque pour être raciste, ça c'est fini ça devrait être fini en tout cas. Quand tu vois certaines personnes aujourd'hui, mais tu dis c'est pas possible d'être comme ça. Et le message du film à la fin c'est ça, c'est sois libre, danse si tu veux danser, essaie d'aimer les gens quoi qu'il arrive, ne les juge pas par leur couleur, par leur origine, par leur religion, et juste kiffe ta vie avec les autres tout simplement. Donc faire un film comme ça à notre époque c'est absolument génial, et merci Taika Waititi pour sûrement son meilleur film. Et franchement la scène des bergers allemands, excellent. Vous vous rappelez de la scène où Yorkie est en train de dire que les seuls alliés de l'Allemagne sont les Japonais qui n'ont même pas l'air très ariens? Ça montre juste la stupidité de l'idéologie nazie, à quel point c'est complètement con. Et puis la scène du papillon qui représente vraiment l'amour de Jojo qui arrive à la scène où sa mère est pendue. Putain, le papillon qui représente l'amour qui va justement se poser je crois sur la chaussure de sa mère pendue, alors que juste avant il avait un estomac plein de papillons. C'est tout un symbole encore une fois parce qu'il n'y a plus qu'un seul papillon, parce que son amour est en train de mourir et tu le vois partir en même temps que sa mère et c'est horrible. La confrontation entre Adolf et Jojo à la fin, j'ai absolument adoré parce que c'est la seule fois que t'as un mot fuck dans le film pour juste dire mais fuck off Hitler, et c'est tout ce qu'on a envie de dire à chaque fois. C'est Hitler mais va te faire foutre quoi, parce qu'il était vraiment démoniaque à la fin. Il ressemblait un peu au discours que tu vois d'Hitler, la manière de bouger, tout ça, donc il commençait vraiment à devenir Adolf Hitler. Et le fait que Jojo le fasse partir à la fin, c'était sûrement la meilleure utilisation du mot fuck dans un film PG-13 aux États-Unis. Et la symbolique de Jojo qui apprend au fur et à mesure à faire ses lacets, ça montre vraiment son ouverture d'esprit. Au début il y arrive pas, c'est sa mère qui lui fait, puis au fur et à mesure des choses il y arrive et à la fin il fait les lacets de Elsa pour justement montrer que maintenant il est ouvert d'esprit et il est prêt à mener sa nouvelle vie. Pour ceux qui se demandent pourquoi le personnage de Sam Rockwell était dans la maison en même temps que la Gestapo, je pense vraiment qu'il était de mèche avec la mère de Jojo. C'est pour ça qu'il se respecte, c'est pour ça aussi que le personnage de Sam Rockwell ne va pas à la guerre, c'est qu'il n'a tout simplement pas envie d'apprendre à des enfants comment devenir des nazis parce qu'il est sûrement contre la guerre, et je pense qu'il est venu avertir Jojo que la Gestapo allait arriver à ce moment-là, ou même venir récupérer Jojo parce que sa mère a été prise ou un truc comme ça. Donc je pense qu'il est pas là par hasard, ou je sais plus vraiment c'est quoi l'excuse qu'il donne à ce moment-là, mais je pense qu'il est là parce qu'il y a une mèche avec la mère de Jojo. Et les scènes où tu vois ces abrutis aller à la guerre en se moquant de Jojo par exemple, ensuite tu revois des soldats revenir mais blessés et complètement détruits, ça montre encore une fois la stupidité de l'idéologie nazie qui te hype pour aller à la guerre et quand tu reviens mais t'es complètement détruit.
Et je crois que pendant la scène de la pendaison de la mère, on voit des plans sur les maisons et on dirait que les maisons ont des yeux comme s'ils voyaient la scène où Jojo est en train de pleurer, parce qu'en fait à cette époque-là, beaucoup de juifs qui étaient dans les maisons étaient tout en haut et pouvaient vraiment regarder par ces petites fenêtres des fois. Donc vraiment ça représente peut-être Elsa qui regarde Jojo et sa réaction, puis le duel pour savoir qui a le plus de personnes célèbres juives ou chrétiennes était hilarant. Et c'est vrai que lorsque tu regardes le personnage de Taika Waititi et le personnage de Scarlett Johansson, tu vois qu'ils se ressemblent un peu dans la manière de marcher, leur manière de bouger, parce que sûrement Jojo c'est représenté Adolphe de la manière dont il voit sa mère. Je pense qu'il faudrait revoir le film pour avoir plus de détails là-dessus. Et je pense que c'est pas par hasard que le film s'est beaucoup concentré sur les chaussures, parce que lorsque tu vas dans des musées juifs ou dans des endroits où il y a eu l'Holocauste, il y a beaucoup de chaussures laissées de personnes juives là-bas. En tout cas, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré ou détesté Jojo Rabbit. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.